Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je vous remercie d'être présents ce matin dans les circonstances un petit peu particulières actuelles. Donc, juste pour vous expliquer, là, normalement, vous devriez pouvoir m'entendre puis entendre mes deux collègues. Vous devez pouvoir voir sur la caméra mon collègue Bastien et alors mon autre collègue Luc n'a malheureusement pas de webcam, donc vous ne pourrez pas le voir, mais vous pourrez l'entendre. Et vous devez pouvoir voir ce que j'affiche sur l'écran. On va juste, alors, en termes d'organisation, on va se présenter rapidement tous les trois. On est donc trois à vous parler aujourd'hui. On va vous représenter rapidement le contexte global PCB en DevCo, donc la partie un petit peu plus corporate. Et ensuite, il va y avoir des présentations techniques qui seront effectuées par Luc et l'explication ensuite de différents cas d'application qui peuvent aller avec les technologies qu'on va vous présenter. Voilà, donc moi je suis Maïwen Courbeau, je suis responsable marketing, communication et digital. Et je laisse mes collègues se présenter. Donc Bastien Mille, ingénieur technico-commercial chez PCB et en DevCo pour le coup. Bonjour à tous, Luc Mijon, donc je suis l'ingénieur application en support de la ligne en DevCo sur le marché européen. Voilà, Maïwen, je te relaisse la main. Ok, alors juste aussi avant de démarrer, effectivement, quelqu'un a déjà vu le système, mais en gros, il y a un système de chat et un système de questions. Le système de chat vous permet de poser des questions, de mettre des remarques, tout ce que vous voulez, de façon visible par tous, c'est-à-dire que tout le monde voit qui écrit et ce qui est écrit. L'onglet questions vous permet de nous poser des questions de manière plus personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous, donc Bastien, Luc et moi, qui voyons les questions. Donc, et qui pouvons soit y répondre de façon magistrale à tout le monde sans forcément citer l'origine de la question, soit si c'est une question plus personnelle, privée, on y répondra ensuite après le webinaire de façon personnalisée. Voilà. Donc, on va démarrer du coup sur la partie corporate, donc présentation de l'entreprise. Alors, vous avez tous déjà été en contact avec nous, donc vous connaissez déjà PCB Piezotronics, mais il y a eu pas mal de changements ces dernières années, donc ça vaut le coup de faire un petite piqûre de rappel. Donc, pour rappel, depuis 2016, PCB Piezotronics appartient à MTS System Corporation, qui est le leader mondial du système de test haute performance et de capteurs de précision. Donc, MTS est une entreprise américaine qui est cotée au Nasdaq, qui a plus de 200 distributeurs dans le monde, 3400 employés, et qui a affiché en 2018, bon, c'est un petit peu ancien, mais il faudra que je mette à jour, 778 millions de dollars de revenus. Donc PCB Piezotronics, la maison mère, donc, est une entreprise américaine qui est basée à Buffalo dans l'État de New York, qui a été créée en 1967. Donc PCB Piezotronics aux États-Unis conçoit, développe et fabrique des capteurs, des solutions de mesure de grandeur physique. Donc il y a toute la partie vraiment conception, réflexion, la partie fabrication, usine, qui est gérée aux États-Unis. Et donc, PCB Piezotronics s'appuie sur une charte qui est vraiment la valeur clé de l'entreprise, qui est la Total Customer Satisfaction, qui est vraiment de dire on est là au service des clients et notre objectif, c'est de fournir des produits de qualité et de respecter au maximum le client et notamment les délais de livraison. PCB Piezotronics France, ensuite, donc SA, donc dans la filiale dans laquelle on travaille, et donc la filiale française, elle a été créée en 2000. On a 12 salariés pour un chiffre d'affaires l'an dernier qui était de 8 millions d'euros. Donc nous sommes distributeurs de produits. Donc toute la fabrication, la conception se fait vraiment aux États-Unis. Et donc nous, on fournit des solutions pour essayer d'améliorer au maximum avec vous la performance de vos essais. Donc, ça passe finalement par des engagements forts qu'on a, donc qui sont déjà la compétence. Alors, quand on parle de compétence, c'est la compétence applicative de nos commerciaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste distributeur avec des commerciaux entre guillemets basiques. On est vraiment, on a des ingénieurs qui sont là pour vous recommander les meilleures solutions, qui connaissent les applications, qui connaissent les produits et qui donc savent vraiment vous conseiller sur la meilleure solution.
On a cet engagement de qualité par rapport aux produits qu'on vend, donc que ce soit du produit PCB ou éventuellement un autre produit, on sait qu'on ne vous proposera que des produits qui répondent à un cahier des charges qualité très pointu. Donc avec des réponses fiables et pérennes de nos capteurs, de la technologie de pointe et vraiment de la précision garantie. Et enfin, on s'appuie également sur la notion servicielle, avec des points forts qui sont une large gamme de produits qui sont en stock et qui peuvent être du coup livrés très rapidement. Si vous commandez avant le jeudi, le lundi suivant, les produits sont chez vous. Alors ça, c'est une promesse qu'on a depuis très longtemps. Alors, on ne peut pas forcément vous s'engager au lundi chez vous à aujourd'hui dans les circonstances qui sont très particulières, mais sachez que la logistique est toujours au taquet et que si ce n'est pas lundi, c'est pas longtemps après en tout cas. On reste sur des délais de livraison très très courts sur nos produits en stock aux États-Unis. On a un portail client qui est disponible 24 heures sur 24 sur lequel vous pouvez justement consulter les produits qui sont en stock, sur lesquels vous pouvez également faire vos demandes de devis en ligne et directement vos commandes en ligne. Vous pouvez aussi sur le portail faire des devis, des commandes complètes d'étalonnage. Donc, on a une offre d'étalonnage qu'on a mis en place assez récemment pour être encore plus pertinent. Et on peut proposer un étalonnage en 7 jours ouvrés, donc avec une immobilisation la plus courte possible. Et ça peut se faire directement 100% en ligne. Et enfin, on propose un service de location de matériel, que ce soit en courte ou longue durée, ce qui permet, quand on n'a pas des budgets d'investissement, de pouvoir malgré tout mener à bien ses essais ou de survivre à un pic de charge sans avoir besoin d'investir non plus. Enfin, donc là, c'est les valeurs dans l'entreprise PCB Piezotronics SA et PCB donc a racheté en octobre 2019 Endefco. Donc quand on dit on a racheté Endefco, le rachat a été fait sur la techno, les brevets, les produits, et les usines. Endefco donc est une entreprise américaine également qui a été fondée en 1947 à Pasadena en Californie. Endefco, tout comme PCB, finalement, développe et fabrique dans ses propres usines des capteurs, donc piézoélectriques, mais aussi piézorésistifs et capacitifs. Le sujet dont on vous parlera plus précisément aujourd'hui. Endefco est connu de toute façon sur le marché depuis longtemps pour ses capteurs haute performance. Et l'ensemble des produits Endefco étant passés sous notre giron bénéficie maintenant aussi de la charte Total Customer Satisfaction. Rapidement, ça vous savez déjà, donc je vais passer très très vite. On couvre les marchés de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'automobile, du test et mesure qui est ce sur quoi on a plus centré la présentation aujourd'hui, mais également de l'industrie et de l'énergie. En termes de produits, on propose des solutions pour tout ce qui est mesure d'accélération ou de vitesse angulaire via des accéléromètres capacitifs MEMS, la mesure de vibration avec tout ce qui est piézoélectrique, ICP, mode de charge également capacitif, de la mesure de choc avec du piézoélectrique ou du piézorésistif MEMS, de la mesure de pression statique et dynamique avec des capteurs de pression toujours piézoélectriques ou piézorésistifs, de la mesure acoustique avec du microphone et de la mesure de force avec des capteurs de force et des capteurs de force à jauge de contrainte. On propose également, pour compléter toute la gamme, des pots vibrants et marteaux d'impact, donc pour avoir des solutions d'excitation des structures, et également tout ce qui permet de faire de l'étalonnage, donc des stations d'étalonnage plus ou moins grosses. On a des mini-stations portables comme des grosses stations d'étalonnage. Et enfin, pour compléter la chaîne de mesure, bien sûr, on vend toute une gamme d'électronique, de connecteurs, de câbles, d'accessoires de montage. Voilà, ça c'était pour refaire un petit panorama rapide de tout ce que représente PCB plus Endefco. Donc maintenant, je vais passer la main à mon collègue Luc qui va vous parler de façon plus précise de la technologie MEMS. Parfait. Luc, oui, c'est à toi. C'est à moi. Donc, pour parler de la technologie MEMS, qui est le sujet principal de ce webinaire, on va commencer par des généralités et petit à petit se focaliser sur les technologies et leur adaptation aux capteurs. L'intérêt du MEMS, en français, on parlera de système micro-électromécanique. Ce sont des tout petits ensembles qui sont mis ensuite en package. On voit sur la partie gauche un composant
qui est un composant CMS, pardon. Le MEMS est à l'intérieur, donc vous imaginez, les dimensions sont encore plus faibles. Si on voit sur la partie droite, cette fois-ci, on a des échelles de l'ordre de 20 micromètres, donc des usinages où on arrive à quelques dizaines de nanomètres. Ça permet de faire des ensembles donc, qui sont tout petits, monoblocs. C'est un système, donc un assemblage, mais une fois arrivé à terme du process de production, l'élément silicium en fait redevient compact et on reparle de monoblocs en comparaison par rapport à des systèmes qui sont assemblés soit par méthode manuelle ou robotisée. L'aspect miniature a énormément de propriétés. On nécessite nettement moins d'énergie mécanique ou électrique, avec des performances donc, qui sont répétables, qui sont maîtrisées. On est capable d'automatiser le système. Et dès qu'on parle d'automatisation, on associe immédiatement répétabilité du process et des produits et production en série. La base même de la conception d'un capteur MEMS, donc c'est un disque de silicium. Pourquoi le silicium? Parce que ce matériau a des propriétés excellentes au niveau mécanique. Il n'y a pratiquement pas d'hystérésis, il n'y a pratiquement pas de fatigue. Et du fait qu'il n'y ait pas de fatigue, on arrive à des durées de vie qui se chiffrent en milliards de cycles. Donc, qui garantissent donc une durée de vie même du produit et donc de l'élément qui sera composé derrière, avec un système sensible quasi infatigable, en théorie. Donc, on part sur un disque de silicium sur lequel on va mettre des masques, sur lequel on va faire des dépôts de matériaux sous forme de couches minces, de bombardements. On va y associer de la gravure ou de la lithographie, des additions de couches. Et une fois tout cet assemblage réalisé, on va le mettre en étuve thermique ou en bain, soit pour faire un système aggloméré, soit pour éroder en fait les parties qui seront susceptibles de créer les espaces de vide et donc ces fameux mécanismes et ces fameux assemblages. Une fois donc qu'on a passé en bain et que le produit est quasi fini, il y a la phase de nettoyage et de séparation de chacun des éléments sensibles. À savoir que chez Andefco, les wafers, donc ces fameux disques, sont de diamètre relativement faible, qui représentent 1,5 ou 2 pouces. Ça représente globalement 80 à 100 éléments sensibles. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ces inconvénients, très clairement, c'est qu'on n'est pas du tout dédié au marché de la première montre sur des équipements tels qu'on peut voir dans la téléphonie mobile. Dans même un des exemples que je donne, généralement, c'est les manettes de jeu telles que la Wii l'utilise ou les PlayStation. Ce sont des marchés de très, très grosse production. Nous, on reste dans le marché du capteur dédié à la mesure. Et donc, on produit par wafer, je vous dis, entre 80 et 100 éléments sensibles. Ce qu'on voit sur la droite, et on va zoomer, c'est 2 étapes associées à des capteurs qui font la réputation d'Andefco depuis maintenant plusieurs décennies. La partie gauche, c'est une visualisation d'un système de contrôle d'éléments sensibles pour des capteurs crash. La référence, c'est 72-64. Et donc, toutes les familles qui sont dérivées, donc ces fameux capteurs crash qui sont montés en série, on vient les pré-tester au niveau éléments sensibles pour ensuite passer à une autre phase de production et d'assemblage dans ce qui va devenir un capteur. Capteur d'un autre type, tout aussi célèbre de Andefco, qui est le capteur de très haut niveau de choc. Là, c'est un 72-70. On voit bien donc la dimension du capteur par rapport au doigt de l'opérateur. À savoir que le capteur en lui-même, il fait 15 mm de long. Donc, vous voyez bien l'élément sensible au milieu qui est d'une taille ridicule par rapport à l'élément de capteur qui lui-même n'est pas très, très gros. On est vraiment dans le tout petit. La visu qu'on voit maintenant, c'est l'usine de Californie à Sunnyvale, qui se trouve juste à côté de San Francisco, donc dans la Silicon Valley. Qui produit, enfin c'est une fonderie, elle produit justement ces éléments sensibles, ces MEMS. Ce qui est important à relever de cette usine, c'est que par rapport à
au changement de Andevco sous l'entête Megit à l'entête MTS PCB, si toutes les sociétés ont eu tendance à être regroupées sur PCB en Caroline du Nord pour l'assemblage et la réalisation, donc des usines qui étaient anciennement en Californie sous le nom de Megit Orange County ou de l'usine en Chine, cette fonderie-là n'a pas changé. Le matériel n'a pas bougé, le bâtiment est toujours le même, les employés sont les mêmes, la maîtrise de la production est inchangée. Donc, on a une transmission fluide et propre sans perte de savoir-faire et des capacités qui sont identiques. Le descriptif, donc 30 personnes, c'est principalement de la production. Donc, 90% du personnel est dédié à la production, à savoir que tout est automatisé. Donc, 30 personnes sur des systèmes automatisés, ça représente une grande capacité de production. Le descriptif du matériel, bon, plus il y a de matériel différent et varié, plus on est capable de faire des éléments divers et performants. Je passe la suite. Donc, de ces MEMS, on en ressort 2 technologies principales, résistif, capacitif, et de ces technophysiques, on va en dériver 4 types de capteurs différents. Dans le cas du résistif, des accéléromètres dédiés aux mesures de choc, et des chocs très importants, des capteurs de pression qui, eux, sont utilisés pour des systèmes dynamiques ou statiques. La partie capacitive, elle, on va l'avoir aussi dans les capteurs de choc, mais pour des étendues de mesure qui, cette fois-ci, sont plus faibles, dans un autre type d'application. Et une partie donc, qui sera aussi la conception de capteurs de vitesse angulaire, dont on parlera aussi un petit peu plus tard. Sur les accéléromètres MEMS, excusez-moi, j'ai passé vite, des généralités sur ce type de technologie. Capteur résistif, ça signifie capteur monté en pont de Whetstone. On a donc 4 bras résistifs qui sont sans contrainte à l'équilibre. Si jamais on fait varier ces résistances d'une façon ou d'une autre, on va déséquilibrer le pont et on aura un signal proportionnel à cette variation de résistance. Dans l'accéléromètre, si vous regardez le schéma qui est donc en bas à droite, on retrouve donc un montage mécanique, une poutre, donc avec une masse, une zone de concentration contrainte et des jauges qui sont collées. Là, on n'est pas dans un capteur MEMS, mais dans un capteur à jauge collée qui est très représentatif du phénomène. Si jamais j'applique une accélération, on va venir tordre la partie sensible qui relie donc la masse à la base. On va effectuer donc une sollicitation soit en compression, soit en tension sur les jauges qui vont déséquilibrer le pont et encore une fois se convertir sous forme de signal qui sera exploité. L'application, et là c'est très important, une application permanente d'une sollicitation telle que la gravité dans le cas de l'accélération génère une déformation constante et un signal constant. Ça permet d'avoir des mesures statiques ou quasi statique. On a aussi une autre capacité, c'est que quand on a une sollicitation, à l'inverse par exemple des capteurs de type piézoélectrique, il n'y a pas d'accumulation d'énergie ou de charge. Donc, si on applique un choc, on aura une déformation qui sera proportionnelle au choc, et un signal proportionnel au choc. Si on relâche ce choc, on aura immédiatement un retour à la valeur correspondante à l'accélération subie. Il n'y aura pas de fuite ou de perte. Cette fois-ci, si je pars sur la photo en haut à droite, excusez-moi, je regarde, j'en parle après. Le concept donc du MEMS, on retrouve donc la masse qui représente la poutre, la partie gauche qui représente la partie concentration contrainte où on n'a pas de bras collés de jauge et instrumentés, on a des bras qui sont dopés et on va avoir le même phénomène de variation de résistance. Alors, au niveau de la partie transverse, on imagine que les bras sont quatre systèmes qui sont positionnés sur un carré. Et ce type de montage-là, en fait, donne une sensibilité perpendiculaire à ce plan,
mais par contre particulièrement robuste aux sollicitations transverses. Donc, on a des comportements transverses qui sont très, très faibles par rapport à l'axe principal de la mesure. J'espère que ça répond à votre question. Ce qui est intéressant aussi dans le MEMS, il est très facile d'implanter des butées mécaniques. Alors, c'est important pour les capteurs résistifs, c'est important d'autant plus pour les capteurs capacitifs dont on parlera après. Si j'en reviens aux critères positifs de l'utilisation des capteurs résistifs, je l'ai dit, la mesure continue, parce qu'une sollicitation constante génère un signal constant. La mesure d'impact est de très haut niveau de choc parce que la mesure est vraie. On est au-delà du comportement mécanique du capteur, dont on va basculer sur la partie résonance, qui est un autre phénomène des systèmes mécaniques dont il faut parler. Hormis la résonance du capteur, la mesure est vraie. Donc, on va basculer cette fois-ci sur la notion de résonance et de vibration. Les capteurs résistifs, en fait, fonctionnent avec 3 paramètres qui sont liés: l'étendue de mesure, la raideur et la fréquence de résonance du système mécanique. C'est-à-dire que si je veux une haute fréquence de résonance, j'ai un haut niveau de G et j'ai une grande raideur. Avec une haute fréquence de résonance, je couvre forcément une plage de fréquence qui est très importante. Si par contre je veux mesurer des faibles niveaux de G, je vais avoir une faible raideur et je vais avoir une basse fréquence de résonance. Et ça, par contre, c'est un problème quand on fait une surveillance vibratoire, où ce qui nous intéresse, c'est d'avoir justement des petits niveaux de G. Je parle par exemple de machines tournantes, des faibles niveaux de G, mais sur un spectre qui va être de l'ordre de 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz. Si on peut au-dessus encore, on ne pourra pas associer avec un capteur résistif faible niveau de G et une grande plage de réponse en fréquence. Plage de réponse en fréquence. J'aborde ce thème parce que c'est forcément un critère de choix dans les capteurs. Un système mécanique, automatiquement, a une réponse en fréquence et une fréquence de résonance déterminée. Tous les capteurs de type crash, par exemple, on va travailler avec des fréquences de résonance qui sont de l'ordre de 25-26 kHz. Petite notion de résonance, quand on arrive à la résonance sur une excitation, par exemple, de 1 G, au lieu d'avoir un suivi propre de l'énergie qui est apportée, l'énergie va être additionnée. Donc, globalement, on obtient de 1 G une sortie qui va être de 2, puis 3, puis 4, puis jusqu'à l'infini, à la résonance. Ça a une incidence sur la mesure, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout précis, puisque l'objectif du capteur, c'est que quand on l'excite à 1 G, on sorte 1 G. Ça a un autre impact, c'est que sur le système mécanique, si on a la résonance, on finit par avoir une énergie infinie et ça casse. Pour pallier à ça, on utilise des capteurs avec des systèmes d'amortissement. Alors, l'amortissement, ce que vous voyez sur le schéma en haut à droite, c'est l'amortissement à huile, à savoir qu'on a aujourd'hui 2 types d'amortissement, amortissement à huile, amortissement à air. L'amortissement à huile est un système qui est assez ancien, qui a ce qu'on appelle un suramortissement, c'est-à-dire qu'on est au-delà d'un coefficient d'amortissement de 1. Ça donne la réponse que vous avez sur le tableau en haut à droite. On masque complètement la résonance. Intérêt très important, si jamais il y a énormément d'énergie, qu'on vient taper dessus, le capteur n'est pas excité à sa résonance, le système mécanique n'est pas sollicité, n'est pas fatigué, et donc on peut considérer qu'il ne sera pas détruit. Il risque rien. Effet principal, et on garde une basse fréquence. Inconvénient d'un capteur à huile, puisqu'on parlait du capteur amorti à huile. L'huile, c'est un fluide incompressible, mais par contre, il y a une viscosité qui est variable en température. Donc, cette fois-ci, c'est le schéma qui est en bas, où on compare un amortissement à air, un amortissement à huile. À l'huile, si jamais on monte l'huile à haute température, sa viscosité se comporte comme de l'eau. Si jamais, cette fois-ci, on le met en température plus basse, la viscosité va augmenter et on va finir par avoir un comportement, je dirais, de type beurre. Et on va avoir un suramortissement qui sera d'autant plus important et on va limiter la réponse en fréquence du capteur. Ça, c'est une incidence, donc la température est exclue.
Il y a d'autres inconvénients des capteurs amortis à huile. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est très cher à fabriquer. Et comme il y a de l'huile, ça peut fuir. Et donc, ça peut nécessiter de la maintenance. C'est une technologie qui est assez ancienne, encore une fois. Endefco a encore un produit, mais qui est amené à disparaître puisque l'amortissement à air offre des amortissements similaires ou meilleurs et non pas toutes ces incidences négatives. L'amortissement à air, le principe, à la place du capteur non amorti, où on va avoir une zone de vide qui va faire que la partie masse, quand elle va se mettre à vibrer, n'aura pas de gêne dans son mouvement, dans son mouvement et dans sa résonance. Donc en théorie, il n'y a pas de perte, ça vibre à l'infini par rapport au signal d'entrée. Quand on génère un amortissement, on va rajouter de l'air, qui est un fluide compressible cette fois-ci, et qui va avoir un effet de tampon qui va être maîtrisé dans le cas du MEMS, puisqu'on reste dans des dimensions, encore une fois, qui sont très très faibles, où on va jouer sur la géométrie de l'élément sensible, et on va y rajouter des trous, on verra dans la photo d'après, pour permettre à l'air de passer de la partie supérieure ou inférieure, mais de façon contrôlée. Alors attendez, je vais juste voir si j'ai encore une question. Hop, je vais voir si. Comment cela fonctionne-t-il pour l'amortissement à air? Est-il possible d'avoir des capteurs sans air à l'intérieur? Oui, le principe du capteur non amorti, c'est que justement on met du vide. En fait, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de transition d'un fluide de la partie supérieure ou inférieure, et donc du coup, c'est la notion des capteurs non amortis. Air ou gaz neutre, bonne question. Je pense que les deux existent. Dans beaucoup de cas, on a de l'air qui n'a pas d'impact en fait sur le MEMS. C'est propre. Alors, la notion d'amortissement cette fois-ci par rapport à la résonance. Il y a deux choses qui sont très importantes. Dans le cadre de la mesure, je l'ai dit, quand on fait un impact, on va avoir donc une excitation du capteur qui va exciter toutes les fréquences du système mécanique, dont la résonance. La résonance va se voir comme une vibration sur la mesure. Celle-ci, c'est le comportement du capteur, c'est pas du tout ce qu'on veut maîtriser. Donc, il faut qu'on arrive à s'en affranchir. Il y a deux méthodes pour s'en affranchir. Soit on filtre électriquement derrière, à savoir que quand on filtre un système et des vibrations, on perd des données. Soit on amortit le capteur pour éviter cette résonance, et du coup, le signal issu même du capteur est déjà propre. On va jouer sur le coefficient d'amortissement donc pour permettre de ne pas être en suramortissement et donc perdre en bande passante, mais on va essayer d'éviter ce phénomène de résonance qui est destructif. Je vais passer donc, je vais voir, je crois que j'ai encore une réponse. Question d'oxydation. Tout à fait d'accord avec vous. On parle de silicium, de composants. Je pense que c'est neutre, mais je peux pas vous l'assurer là. J'ai pas cette information garantie. En DEFCO, donc l'amortissement à air, cette fois-ci, donc on parle d'un coefficient d'amortissement de 0,7, intègre une nouvelle conception de capteur et un nouveau type d'assemblage et de système mécanique dans ces capteurs. Alors, il faut savoir ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'Endefco travaille sur des tout petits disques de silicium avec des composants qui sont de l'ordre de 80 à 100 pièces par wafer. Ça permet de faire des modifications, des essais ou des recherches sans avoir un investissement financier important associé à la machine de production. Il est beaucoup plus facile et compréhensible que travailler sur des nouveaux profils ou des nouveaux disques, des nouveaux process sur des systèmes qui fabriquent 500 ou 1000 éléments sensibles dans des dimensions de disques qui sont importantes. C'est beaucoup plus cher en investissement que faire de la recherche sur des équipements qui font 30 à 50 cm de diamètre et qui ne concernent que 80 pièces. Donc, Endefco, et ça, c'est unique à Endefco, c'est vraiment une avancée de Endefco qui fait, je dirais, que si on était leader sur ce type de technologie il y a 30 ans, cette technologie qui est sortie il y a 2 ans et demi, nous repositionne en
en leader sur ce type de technologie, on associe cette fois-ci 2 modes mécaniques dans le MEMS. Le premier mode, c'est toujours le même, celui qui est commun à tous les fabricants standards, je dirais, c'est le système trampoline. Donc, on a un axe de liberté. La masse qui est centrale va avoir un degré de liberté en déplacement vertical. La partie qui est innovante, c'est on rajoute à ça un phénomène de torsion. Le montage de la masse intègre une autre déformation qui est propre et qui n'est pas dans cet axe-là. Ce n'est pas une addition de 2 résonances verticales, c'est 2 phénomènes différents. Et la combinaison des deux va créer un amortissement qui est d'un autre type et d'une meilleure qualité que le système simple à air. Les photos qu'on a au milieu, ce sont des images de calcul par élément fini avec des zones de contrainte qui sont distinguées par couleur. La partie à droite, en reflet, c'est un schéma de représentation de ce nouveau MEMS. Le MEMS, donc, on retrouve la masse centrale avec ces fameux trous pour laisser passer l'air sur la partie supérieure et inférieure, et les bras qui sont légèrement différents, qui, eux, donc, vont avoir ce phénomène de torsion. L'intérêt, c'est que derrière, le trampoline, c'est 25 kHz. La torsion, sa fréquence de résonance, ce mode-là, c'est 35 kHz. Au moment où on va approcher de la zone de fréquence de résonance du mode trampoline, on va commencer à interagir avec le phénomène de torsion. Ce que j'expliquais sur le danger de la résonance, c'est qu'on a une amplification de l'énergie et qui est potentiellement destructrice derrière. Là, cette énergie, elle va être dissipée par ce nouveau mode de torsion. Donc, on va pouvoir continuer sans affecter la partie sensible du capteur à travailler en montant en fréquence et en se rapprochant de sa fréquence de résonance. Ça donne les résultats suivants. Voilà. Sur la partie gauche, le capteur est amorti standard. Si on retrouve, alors le schéma est un peu petit. On a donc une courbe de réponse en fréquence en pourcentage. Petit aparté, on travaille généralement en parlant de réponse en fréquence en pourcentage sur des systèmes de mesure et on bascule en dB, décibels, quand on va plutôt être dans des systèmes industriels, là où on va avoir en fait moins besoin de cette précision. On travaille plus de l'ordre de la surveillance. Ah, attendez, décidément, excusez-moi. Tout à fait, c'est un système mécanique d'amortissement. On a la partie R, et c'est la combinaison de la torsion effectivement amortie par un système mécanique. La partie droite, c'est la réponse d'un capteur. Alors, on a la référence qui est marquée en dessous, c'est le 7264H, donc qui utilise ce fameux multimode dumping, le terme qui est propre en DEFCO et déposé. On arrive donc à couvrir une plage plus importante. Excusez-moi, je suis un peu perturbé, donc je reviens sur la face gauche. Si on regarde la réponse en fréquence 5%, on est à 5 kHz, 6 kHz. Après, on voit qu'on commence à monter. Donc, si c'est amorti, on va pas avoir le pic, on aura un dôme. Mais on peut l'estimer à une valeur de 20 à 25 kHz standard. Quand on regarde sur la partie multimode dumping, la partie plate, cette fois-ci à 5%, on monte jusqu'à 8-9 kHz. On est en dessous des 5%. Si on est en bleu, on est en réponse en fréquence en pourcent. Nos systèmes de calibrage montent jusqu'à 10 kHz. Donc, on n'a pas la continuité en pourcent. On bascule avec, cette fois-ci, un autre système de recherche qui est pour nous la recherche de la fréquence de résonance des capteurs. Donc, là, cette fois-ci, on passe en dB. Si vous regardez le résultat donc, du multimode dumping, on voit qu'il se passe quelque chose à 25-26 kHz, qui correspond donc à la résonance du système trampoline, mais on reste plat, on a complètement retiré la réponse et la résonance du capteur à cette fréquence-là, et on continue jusqu'à 30-40 kHz, où on est encore aux alentours de 5 décibels, ce qui est encore très très plat. Donc, excusez-moi, en conclusion, on n'a plus de résonance. Pas de résonance, je vous en parlais tout à l'heure, ça veut dire un capteur qui, quand il subit un choc, il n'est pas excité de telle sorte à se détruire ou à se fragiliser.
Et quand on a une mesure et qu'on cherche un spectre à des fréquences particulières, on n'a plus besoin de filtrer par un système passe-bas, puisque la mesure est déjà propre. Ça couvre beaucoup d'applications. Ça permet d'exploiter non plus à 3 à 4 kg comme on était limité sur les systèmes avec un simple amortissement à air, de chercher des mesures qui sont plutôt avec des phénomènes qui sont plus à 8, 9, ce qui ouvre beaucoup plus d'informations et on a un signal plus propre. Du coup, on est plus précis et les mesures qui seront dérivées, le traitement du signal qui sera dérivé derrière sera lui aussi plus pertinent. Associé à ça, encore plus haut chez Rendez-vous, on va dire, c'est une innovation qui date de l'année dernière, avant l'été. Je vous ai expliqué que comme on travaille sur des petits systèmes, des petits ensembles, on peut consacrer beaucoup plus de temps à la recherche et à l'innovation. La conception de nos MEMS, on en a profité pour doubler le signal de sortie. Doubler le signal de sortie, ça a eu un impact immédiat. Rapport signal sur bruit, on le diminue par 2. Ça a d'autres impacts parce que ça permet de voir avec des systèmes de résolution plus poussés. C'est plus le capteur qui limite la mesure. On voit des phénomènes avec des niveaux beaucoup plus faibles. On est capable de travailler avec une alimentation plus faible aussi pour avoir un signal équivalent. Et on sait que quand on alimente à des valeurs avec des tensions plus faibles, il y a moins de dissipation thermique. Ça sollicite moins les équipements. Donc, c'est plus fiable. Donc, c'est une option aussi qui peut être faite avec des capteurs qui sortent plus de signaux. Et le dernier point, si jamais on a un haut niveau de signal, on a moins besoin d'amplifier. Et bien souvent, un gain important a d'autres conséquences, notamment réponse en fréquence, dont on peut s'affranchir si on a déjà un signal important au début. Là, Bastien, j'ai fini avec la partie techno. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je te passe la main pour la partie application. Alors, non, il n'y a pas d'effet non linéaire en termes d'amortissement. Le silicium, ce que j'expliquais initialement, a des propriétés d'hystérésis mécanique qui sont exceptionnelles. Quelles sont les tensions d'alimentation rapidement sur ces capteurs? Avant, en fait, tous les capteurs de crash, par exemple, étaient testés à 10 volts. Aujourd'hui, les systèmes embarqués travaillent avec des tensions d'excitation de 5 volts ou 2 volts. Donc, nos capteurs sont fournis avec des sensibilités qui sont mesurées à 2 volts, 5 volts, 10 volts. Généralement, sur des MEMS, on commence à 2 volts et on est au maximum de 12. Vas-y, Bastien. Vous m'entendez bien? Allô? Oui, Bastien, on t'entend. Il n'y a pas de souci, tu peux y aller. J'ai eu un petit vide de connexion au pire des moments. Mais bon, c'est revenu. Donc, pour chaque famille de capteurs, en fait, je vais vous présenter quelques applications pour illustrer un petit peu. Donc, concernant les accéléromètres piézoresistifs, donc la première famille d'applications qui est une crash test. Donc, pour parler du crash test, généralement, c'est des essais qui sont très normés. Donc, ça va être des capteurs de 500 ou de 2000 G en gamme de mesure avec des bandes passantes à 5 kHz. Donc, quand je parle de crash test, ça peut aussi bien être sur des véhicules comme la slide présente devant vous ou sur mannequin, en sachant que mannequin, ça comprend à la fois le passager ou le piéton. Et donc, ce qu'on va chercher dans ces applications-là, il y aura aussi un aspect coût et un aspect poids, où on va chercher donc du coup avoir un poids relativement faible. Hop, juste après, on a une présentation des capteurs en question concernés. Donc, vous voyez, comme je vous disais, c'est assez normé, donc on répond au standard Euro NCAP. Donc, oui, qu'est-ce que je veux dire? À noter qu'en fait, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a différentes configurations qui sont possibles avec des longueurs de câbles différentes, des connecteurs différents, avec du SUC D9 ou du LEMO. On peut aussi ajouter des puces DALS. Donc,
ça, c'est les versions monoaxe, mais vous avez la même chose en version triaxe. Et donc, c'est comme ce que Luc vous a présenté juste avant. Il y a des versions non amorties, faiblement amorties et les multimodes. Non, je regardais la question. Okay, je reviendrai aux questions après, je vais continuer la présentation. L'autre famille d'essais donc sur les accéléros piézo-résistifs, ça va être les essais de chute, donc, qui pour le coup sont dans une logique différente, en sachant que généralement on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on va mesurer, des niveaux qu'on cherche à mesurer. Là, le gros intérêt qu'on peut avoir du piézo-résistif, c'est surtout qu'on passe le continu, on passe le statique, ce qui est un gros intérêt quand on veut faire des intégrations pour retrouver la vitesse et même réintégrer pour retrouver le déplacement. Donc là, pour illustrer, vous avez un essai donc, de protection sur un casque. Bon, je pense que l'image est assez parlante, j'ai pas besoin de trop en rajouter. Oui, petite précision, le slide qu'on vous présente, là, on vous l'enverra après, donc vous aurez accès à la présentation. Et donc là, vous avez des petits articles qui sont en lien, vous pourrez y avoir accès. C'est pour ça aussi que je ne passais pas forcément énormément de temps sur les différentes références, vous aurez tout après. Toujours pour rester sur les chutes, donc là on avait un exemple sur un banc avec un casque juste avant, là on peut avoir des chutes plus classiques, donc là c'est dans un labo, mais ça peut être en extérieur aussi avec une grue. Et le dernier exemple, c'est sur là c'est un conteneur en fait pour du nucléaire. L'idée est de savoir si le conteneur résiste bien à une chute. Donc là, la petite vidéo ne marchera pas, mais dans la version que vous aurez en PDF, vous aurez une petite vidéo pour illustrer. Et donc là, on est sur des niveaux qui sont bien plus élevés. Donc on va jusqu'à 20 000 G. Et si je reprends la gamme, pour être précis, la gamme, elle monte même jusqu'à 60 000 G. Toujours pareil, donc il y a les versions non amorties, les versions avec amortissement par air. En termes d'encombrement, vous voyez qu'il y a différents gabarits. Là, c'est les versions monoaxe. Là, vous avez les versions triaxe. Toujours pareil, avec des déclinaisons amorties, non amorties. L'autre famille de capteurs, l'autre famille d'applications, pardon, c'est les très hauts niveaux. Donc là, il y a généralement, c'est des essais qui peuvent être destructifs, qui peuvent être chers à mettre en œuvre. Donc, quelque part, le choix est très important. Donc, le critère de choix est très important et le niveau de confiance dans ces types d'applications fait que c'est des capteurs qui sont reconnus dans les applications haut niveau. Il y a un gros historique, un gros niveau d'expérience là-dessus. Premier exemple, c'est en fait ce que vous voyez là, c'est un canon qui a été reconverti pour réaliser des essais où l'idée c'est d'avoir une source de choc pyro et de derrière pouvoir tester des composants ou des cartes dans un projectile. Alors, ouais, la vidéo n'a pas marché, mais vous aurez une petite vidéo sur le PDF que vous aurez après, pardon. Autre exemple, c'est les essais de calibre sur des vitrages, en fait, notamment sur les trains ou les avions pour tester les vitres avant, vérifier qu'un train peut encaisser un parpaing, par exemple. Il y avait des petits malins qui s'amusaient à faire des bêtises. Donc ça, c'est des exemples de tests sur du haut niveau. Ensuite, un une vis, exercer un choc dessus, voir si elle tient bien. Donc là, l'aspect fréquence est assez importante. On voit qu'on peut monter jusqu'à 700 kHz en fréquence de résonance. Et donc voilà, les références concernées. Donc comme je vous dis, vous aurez le PDF après. Donc vous voyez que sur les versions non amorties, on va carrément jusqu'à 200 000 G en gamme de mesure, donc c'est les plus élevés. Et si vous regardez la géométrie des capteurs, vous voyez qu'en fait, le monoaxe qui est en haut et le triaxe, ils ont exactement le même empattement, en fait, ce qui fait que vous pouvez, sur la même base,
choisir de partir sur un monoaxe ou un triaxe en fonction des cahiers des charges que vous avez. On n'en a pas parlé trop ici, mais il y a aussi des essais pyro dans les très hauts niveaux. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, si, petite précision. C'est des capteurs qui existent aussi en version CMS pour être intégrés. Typiquement, comme le premier exemple sur le Canon, vous pouvez les intégrer sur des cartes avec des versions CMS. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, la petite roadmap finale, où grosso modo, vous voyez qu'on couvre les différents du monoaxe ou du triaxe, amorti ou non amorti. Voilà, donc, en principe, quel que soit notre essai de choc, on doit avoir le capteur qui va bien. Donc là, j'ai vraiment fini sur les accéléraux piézo-résistifs. Je vais repasser la main à Luc, qui potentiellement, si j'oublie un élément important, peut compléter. Bon, très bien. Du coup, on va en profiter pour répondre à Monsieur Flamand. Alors, sur la partie mécanique de l'élément silicium et des sous-ensembles, on ne fait pas de calcul de type MTBF. C'est plutôt sur la partie composants même et électrique qu'on fait des calculs. Je pense que les essais qui sont dédiés sur la partie piézo-résistive, c'est bien souvent des essais qui sont ponctuels. C'est quand on fait, par exemple, ce qu'expliquait Bastien du crash et autres, on va les répéter. Il y a énormément de variables qui peuvent impacter le capteur. On ne va pas parler de MTBF, par exemple, pour des capteurs de crash. On en parlera plutôt sur des systèmes de surveillance en vibration, mais là, on va avoir une autre technologie. Et là, ça deviendra important. Pour ces capteurs-là, on n'a pas de MTBF mécanique. C'est de l'estimation et du calcul par élément fini et beaucoup de théorie du retour d'expérience. J'espère que cette réponse vous convient. Sur la partie, cette fois-ci, technologie à capacitance variable. Donc, j'ai parlé des deux familles de techno. On l'applique ici à l'accélération. Le système mécanique est le même. C'est-à-dire, comme on voit sur la partie centrale haute, on a un principe masse-ressort. Et donc, ça dit raideur. Au lieu d'avoir un système résistif sur les bras qui servent de ressort, cette fois-ci, on va travailler sur une notion de capacité. Capacité, c'est deux électrodes de surface qui sont séparées donc d'une distance dans un milieu qui est faiblement conducteur. On va jouer sur un paramètre, donc normalement on peut faire varier chacun des paramètres pour avoir une notion de capacitance variable. Là, on va jouer sur la notion de distance. La déformation, comme on voit sur les bras donc, du peigne qui est au-dessus, est multipliée quand on voit le zoom d'un MEMS en dessous. L'accélération va embarquer la masse qui va déplacer l'une des deux surfaces et cet écartement va générer la variation de la capacitance. C'est un système donc, qui est passif, tout comme le résistif, mais par contre qui ne peut pas fonctionner comme un pont de Weston, il doit être impérativement monté dans un circuit. Ça a des avantages et des inconvénients, j'en parle après, mais c'est important. On retrouve les mêmes propriétés mécaniques, donc globalement la mesure continue. Si jamais il y a une sollicitation qui est constante, le signal lui aussi est constant. Donc, la gravité est mesurée par ces capteurs-là. Si jamais on joue sur les surfaces, si on joue sur le nombre de dents, on est capable d'impacter la sensibilité et la réponse du capteur pour des faibles niveaux de G. Donc, on va chercher à mesurer des étendues de mesure qui sont très, très faibles. Comme j'ai dit, un système mécanique et une résonance, là, comme on va travailler avec des mesures faibles, on sera limité en fréquence. Par contre, ce que je montrais sur l'autre photo au niveau résistif, ce qu'on voit légèrement sur la partie droite, c'est qu'on peut construire des butées mécaniques intégrées au système MEMS, qui fait, et ça c'est le critère important quand on travaille dans des faibles niveaux de G, qu'on peut encaisser des niveaux de G très très forts, disproportionnés par rapport à l'étendue de mesure, sans endommager le capteur, jusqu'à une certaine limite, encore une fois, comme pour le nombre de cycles, sans endommager le capteur, et avoir une mesure immédiate propre à ce système mécanique dès qu'on revient dans la plage de mesure du capteur. J'entends par là un capteur de G
de type 7290 chez Endefco. Si jamais on le tape à 5000 G, il survit. Une fois que l'impact est passé, on va mesurer encore la gravité immédiatement. Le paramètre est déterminé après 10 microsecondes. L'incidence, ou la partie, cette fois-ci négative, c'est la réponse en fréquence. J'ai dit système mécanique, on est faible étant une mesure, ça génère donc une basse fréquence de résonance, donc des niveaux bas de fréquence. On ne va pas faire de la mesure de vibration avec ces capteurs-là. Par contre, c'est une capacité et c'est plus un système résistif. Résistif, on change la température, on fait varier la résistance. Donc, ça dérive. Le capacitif, si vous faites changer la température, la dilatation des surfaces ou de la partie peigne n'a aucune incidence. La montée en pression de l'air qui sert à amortir ne va pas avoir d'incidence sur la partie électrique. Donc, on obtient des capteurs qui sont exceptionnellement stables en température. S'ils sont très stables en température, ça ne signifie pas qu'ils fonctionnent à des niveaux très importants. C'est deux choses complètement différentes. On va avoir une très bonne stabilité, mais par contre, une température qui sera limitée à 85 degrés, c'est le standard du MEMS. On arrive à faire des MEMS qui tiennent 100, 120 degrés, certains un peu au-dessus encore, mais c'est quand même pas fait pour travailler en température élevée. Là, vous avez une autre représentation qui est plutôt liée au schéma qui est dessous de la capacitance. Donc, on voit bien la partie masse centrale associée à des ressorts. Les deux électrodes aussi qui sont supérieures et inférieures. Et en fonction de l'accélération, on va se détacher du milieu pour se rapprocher d'une des deux électrodes. Comme on a un phénomène mécanique, la déformation et donc la position de la surface centrale sera proportionnelle à l'accélération subie par le capteur et l'élément sensible. Je vous ai dit que le système ne pouvait pas fonctionner sans électronique. Donc, le capteur a déjà son électronique. Automatiquement, on en profite pour mettre un régulateur d'alimentation et on en profite pour amplifier le signal. Donc, c'est l'avantage de ces signaux, c'est qu'en sortie même du capteur, ils sont déjà amplifiés. Le standard, c'est du plus ou moins 2 volts. Avec ou sans une référence supplémentaire pour faire une mesure soit en type 3 fils, soit en sortie différentielle. Ce qui est intéressant dans la conception de ces capteurs, qui sont encore une fois produits en Endefco, on maîtrise le circuit qui est associé, on maîtrise la mise en boîte, donc le câble, la sortie, la compensation est numérique, donc on fait ce qu'on veut. Si on a une application qui nécessite une compensation dans une plage particulière en température, par exemple, pour l'améliorer et pour avoir encore plus de stabilité, on est capable de l'adapter. Si on doit changer les niveaux de sortie, on est capable de l'adapter. Après, le dernier paramètre, avant de passer à une vision, un montage de ces capteurs-là, c'est ce que je disais sur les butées mécaniques. Butées mécaniques, très fort niveau de choc. Et ce qui est important, c'est le retour derrière. C'est-à-dire que dès qu'on va revenir dans la plage, on a besoin de moins de 10 microsecondes pour avoir un signal fiable après le choc. Donc, on va supporter le choc et tout ce qui se passe derrière, on est capable de le mesurer. Ça, l'application typique, c'est le choc pyro. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à mesurer le choc, on va chercher à mesurer la séparation des différents ensembles qui sont coupés, qui sont découpés par ce choc pyro. On va intégrer cette mesure qui est de basse fréquence, proche, pour avoir une mesure de déplacement et s'assurer en fait que les pièces qui se séparent des ensembles ne viennent pas percuter en maîtrisant leur trajectoire et en la contrôlant. Alors, attendez, le déplacement, c'est celui-ci. Je finis sur la vision d'ensemble de composition du capteur avant de passer à Bastien. On voit donc le schéma de l'élément sensible au centre. La partie droite, le zoom et la vision nanométrique, on va dire, de ce qui compose l'élément sensible du MEMS. Son assemblage dans un composant avec tout son circuit, en tournant en sens horaire, la mise en boîte du capteur et la conception finale du capteur d'accélération qui est le 7290. Voilà. Et là-dessus, on a un produit fini. Bastien, je te redonne la main pour la partie applicative. Je vois qu'il n'y a pas eu d'autres questions particulières sur la partie techno. Ok. Donc, du coup, pour illustrer avec quelques applications,
Pour commencer, donc il y a les applis de confort, où là l'idée c'est de tester le ressenti du passager, donc ces applis plutôt basse fréquence, bas niveau. Et normalement, MyWen, on a une petite vidéo, je ne sais pas si tu peux la lancer. Où en gros, on aura un véhicule qui va passer sur un passage de train. Alors c'est juste là normalement. Ouais, voilà. Et on a cherché à mesurer au niveau du passage de train les niveaux. Hop, normalement, on va voir les petites courbes. Et voilà. Donc, vous voyez 1, 2, 3, 4. En fait, vous avez bien mesuré les quatre chocs, enfin, les quatre passages du niveau. Et donc, du coup, il compare. Donc, vous aurez la vidéo avec l'explication qui va derrière, mais il compare avec un capteur capacitif plus lambda comparé aux performances de l'Antefco, où vous trouvez bien les 4 pics. Donc, première catégorie d'application, donc c'est les applis confort. Est-ce que je peux retourner sur la présentation? Ouais. Il y a deuxième catégorie, c'est les. Donc, c'est pas exhaustif à chaque fois, hein, mais une autre catégorie, c'est la dynamique du véhicule, où là, on s'intéresse plus au comportement du véhicule. Donc, il y a potentiellement des niveaux un peu plus élevés. Donc, ça peut être sur des véhicules type terrestres, mais ça peut être aussi tout type de véhicule au final. Il peut y avoir justement un premier intérêt à la butée mécanique si jamais on a des niveaux qui dépassent la gamme de mesure, avec un retour à zéro rapide, comme on l'a expliqué. Là où c'est encore plus intéressant d'avoir cette fameuse butée mécanique et le retour à zéro très rapide, c'est sur des applis de mesure de déplacement après choc. Donc là, c'est une séparation d'étages, une séparation de booster dans une appli spatiale où donc vous avez un choc pyro pour faire la séparation, ce qui ne nous intéresse pas. Donc, et l'intérêt, c'est de redescendre très vite à zéro pour derrière, par contre, pouvoir mesurer en bas. Donc, si je ne dis pas de bêtises, le retour à zéro doit être inférieur à 10 microsecondes. Et derrière, voilà, vous pouvez mesurer le déplacement après une intégration. Les capteurs capacitifs, donc hop, les références en question. Donc ça, c'est les versions monoaxe. À noter que le tout premier, le 771, c'est le tout premier tout en haut. L'idée, c'est qu'il puisse substituer à un accéléromètre piézoélectrique. C'est pour ça qu'il a le même packaging, la même forme. Sinon, vous avez aussi des versions qui peuvent être étanches. Pareil, il y a différents types de câblage possibles. Et derrière, vous avez l'équivalent en triaxe. Alors, attendez, il y a une question. Quelle est la notation? De toute façon, je pense que j'avais terminé. Ouais, voilà. Alors, Luc, tu as vu les questions? Oui. Alors, avant de passer à celui-ci, quelle est la précision mécanique de l'alignement de la partie sensible avec le boîtier support? Aucune idée. Ce qui va être important dans les accéléromètres, c'est que les tolérances d'usinage et de montage, en fait, sont vérifiées quand on va passer sur banc. Et quelle que soit la précision mécanique, ce qui va nous importer, c'est le résultat du système complet qui est le capteur. Donc, je n'ai pas cet élément de réponse. Je ne saurais pas dire si c'est vraiment très, très important, puisque ça ne changera pas. Enfin, la vraie partie importante, ce sera la réponse en fréquence du capteur. Après, je vois plusieurs applications embarquées. Comment gérer l'alimentation au mieux dans cet environnement? Excellente question, puisque c'est une problématique qu'on rencontre assez régulièrement. Je vous ai dit qu'on était déjà les capteurs de type capacitif. Généralement, la régulation, on commence à 6 ou 8 volts. On a deux modèles, comme ce qu'a montré Bastien. On a deux technologies, enfin deux capteurs capacitifs qui n'utilisent pas les mêmes circuits et le même type de montage. Mais globalement, on est de 6 à 8 volts jusqu'à 36 et 40 volts en max. Donc, on couvre déjà une grande plage, le 12 volts, le 24, le 28.
qui sont utilisés dans pas mal de systèmes d'embarqué. Le seul cas critique, en fait, bien souvent, c'est si jamais vous avez effectivement de disponible que du 5 volts. Parce que 5 volts, en fait, on peut arriver à des comportements d'amplificateurs opérationnels qui sont plus linéaires si on est trop bas. Donc, c'est le seul cas où il faut faire attention dans le choix des capteurs. Mais sinon, je dis dans la partie supérieure, quand on a une tolérance de 8 volts à 40, on couvre quasiment. J'espère que ça répond à votre question, monsieur Lecoq. Du coup, hop, je vais revenir là-dessus. Côté consommation, je vous ai dit l'intérêt du MEMS, c'est que ça ne consomme pas en énergie électrique ou mécanique. On est aux alentours de 4 à 6 milliampères. Ça dépend encore une fois du modèle, de la complexité de l'électronique, mais c'est 6 milliampères typique. La technologie, cette fois-ci, capacitance variable, donc on reste sur le même type de techno, mais cette fois-ci, on l'adapte à la vitesse angulaire dont on parlait tout à l'heure. Alors, on va utiliser ce dont on a déjà parlé, mais en intégrant un phénomène physique et des propriétés qui sont différentes, en appelant ça la force de Coriolis ou le moment angulaire. Globalement, la force de Coriolis, tout le monde l'imagine bien avec la Terre. On a la Terre qui est en rotation permanente. Et si on génère un déplacement perpendiculaire donc à son axe de rotation, on va intégrer une nouvelle force qui va s'appliquer perpendiculaire à ce plan. Nous, on va fonctionner de façon un peu différente. Donc, je rappelle le principe. Une excitation, si jamais on applique une rotation perpendiculaire à l'axe d'excitation et à l'axe de rotation, on génère une force induite, la résultante. On va travailler chez nous avec une force initiale maîtrisée. Là, on va avoir donc une variation de rotation et de vitesse de rotation qui va induire donc cette nouvelle force perpendiculaire qui, elle, sera aussi linéaire et dont on pourra mesurer avec cette technologie qu'on utilisait pour les accéléromètres. Maïwen, je veux bien, s'il te plaît, que tu montres la vidéo qui est peut-être encore plus parlante, en mettant une petite pause, s'il te plaît. Ou pas. Voilà, merci. Représentation typique du capacitif, vous retrouvez donc les peignes. La partie fixe et la partie bleue. La partie jaune, c'est celle qui va avoir la sollicitation maîtrisée. La partie orange, c'est celle qui est à la masse et qui a de nouveau des peignes qui va interagir avec la partie bleue centrale, cette fois-ci. Et donc, on va mesurer la déformation de la partie orange par rapport à la partie bleue centrale. Je t'en prie, tu peux relancer la vidéo ou la faire continuer, s'il te plaît, Maïwen. Donc, on voit bien l'excitation du jaune, Maïwen, ou pas? Alors, j'ai un petit souci, je ne vois pas la vidéo de mon côté, donc je veux bien que tu la relances toi-même, s'il te plaît, Luc. Désolée. Je ne sais pas faire. Tu vas sur la vidéo et tu vas voir, il y a un petit bouton play, pause. Non, je n'ai pas. Je ne vois pas où il est, moi. Désolé. Bah, tu peux revenir. Alors, bon, le principe reste le même. Tu peux revenir au PDF, s'il te plaît. La vidéo fera partie du PowerPoint. Donc, du coup, elle sera visible si on n'y arrive pas maintenant, ultérieurement. Encore une fois, globalement, la partie jaune était le déplacement maîtrisé dans un axe. La vitesse de rotation perpendiculaire donc à ce plan-là va induire dans le plan une force qui s'appliquera à la masse qui était orange et qui va générer cette fois-ci un nouveau déplacement qui sera mesuré. En connaissant la sollicitation initiale, en mesurant la résultante, on est capable de revenir à la vitesse angulaire. Et donc, on en fait un capteur de vitesse angulaire. Vous voyez bien qu'on part sur la technologie à capacitance variable. On conserve toutes les propriétés de la technologie à capacitance variable. J'ai dit stabilité en température, mesure statique et surtout impact. Impact et retour à la mesure vraie, quasi immédiate après l'impact. Donc même une perturbation, un choc à la tête, on va mesurer le déplacement de la tête, Bastien en parlera. Ce qui importe là, c'est d'avoir la dynamique de la tête
et pas d'avoir la résultante de l'impact. Donc, on va récupérer tout de suite pour avoir la dynamique. Alors, hop, excusez-moi. Côté consommation, attendez, c'est pas... Ah, attendez, j'ai une autre question. Hop, Ah, au revoir, Monsieur Flamand. Alors, oui, parce que je suis désolé, je suis un peu plus long que prévu sur la partie techno, donc je tire un peu sur la présentation. J'espère que ça n'a pas trop d'incidence pour nombre d'entre vous. Donc, derrière, on arrive à des capacités de vitesse angulaire. Bastien, je vais te relasser. Je vais te repasser la main pour la partie applicative. Juste une petite note. On est capable, avec les systèmes capacitifs, de travailler dans des valeurs qui sont très, très faibles. Donc, on mesure jusqu'à descendre à 100 degrés par seconde sur cette technologie-là. On montre qu'on monte jusqu'à 18 000 degrés par seconde. Bon, c'est plus une capacité max. Il n'y a quand même pas beaucoup d'applications qui nécessitent ce type de vitesse de rotation. Bastien, à toi l'honneur. Merci. Donc, oui, vous le voyez sous les yeux. En termes de gamme de mesure, donc on va sur des gammes qui commencent à 100 jusqu'à 18 000 degrés par seconde. Pardon. Alors, premier exemple, c'est un exemple pour qui parle de lui-même. Hein, je pense que l'image, elle est explicite. On va mettre un choc sur le casque et ce qu'on veut mesurer, c'est non pas le choc, mais bien la rotation de la rotation de la tête après le choc. L'autre exemple qu'on a mis, c'est sur les commandes en vol, où là, on va chercher à s'intéresser à mesurer l'inclinaison d'un avion, d'un hélicoptère, ou même de n'importe quel autre véhicule, quelque part, en fonction de comment il réagit aux commandes. Voilà, donc le capteur, comme je vous dis, donc avec une gamme de 100 jusqu'à 18 000 degrés secondes, bande passante de 2 kHz. Et derrière, je vais relaisser la main à Luc pour parler des capteurs 6 axes. Alors, le capteur 6 axes, le concept est simple. On parle d'assemblage depuis le début, miniaturisation pour optimiser tout. Là, on va fournir en fait un bloc où on aura intégré 3 accéléromètres, 3 capteurs de vitesse angulaire. Ça permet d'avoir une pseudo-centrale, enfin un système inertiel. C'est pas tout à fait le même type d'application, mais par contre, quand on va travailler sur des mesures où on va avoir des ensembles de type tête, de type véhicule, on va quand même apprécier d'avoir un endroit où tout est concentré plutôt que de faire des assemblages à divers points pour avoir une dynamique globale. Vas-y, Bastien, je te laisse sur l'application derrière, sauf si tu veux que j'en parle. Très rapidement, en fait, l'application, on a pris, pour illustrer donc, le facteur de charge, grosso modo, le capteur permet de mesurer à la fois les accélérations ou décélérations, mais aussi les rotations que subit le pilote. Je pense que c'est la seule illustration qu'on avait mis. Et donc, quelque part, donc, il y a beaucoup de combinaisons possibles si on combine la gamme de mesures rotation à la gamme de mesures accélération. Voilà, tout un tas de déclinaisons qui sont envisageables. Donc, je te laisse poursuivre. Comme on parle de sous-ensemble et de montage, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Quand on parle de sous-ensemble et de montage, on est capable de choisir le capteur dans l'axe qui convient et pas forcément le même. Dans le cas des capteurs de pression piézorésistives, qui est la dernière partie de présentation, en fait, on reste encore sur du MEMS. On voit le schéma d'assemblage cette fois-ci en capteur de pression. On n'a plus un système de masse avec un système de ressort tel qu'on avait dans les capteurs de choc. Là, on va avoir donc une membrane. La membrane, donc du coup, qui est assemblée aussi en pont de Whetstone sur le système de dopage du silicium. Globalement, la pression, c'est un nombre d'impacts de particules qui va voilà, taper sur une membrane, qui va générer une force, et on mesure cette déformation concave qui est proportionnelle donc à la pression appliquée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de MEMS. Les MEMS, c'est tout petit. Quand on dit petit, on dit faible masse. On augmente énormément la raideur. Donc, on obtient des fréquences de résonance, cette fois-ci, qui sont très, très importantes.
Là, on parle du 1,2 MHz en fréquence de résonance. Donc, les phénomènes dynamiques, cette fois-ci, avec des capteurs de pression. Alors, je crois qu'on a perdu Luc. Je pense qu'il va revenir dans pas longtemps. Il aura un petit souci de connexion comme j'ai tout à l'heure. Je m'étais fait sortir de la présentation. Tiens, je te laisse prendre le relais en attendant le retour de Luc. Alors, attends, je vais m'envoyer un petit SMS. Nous sommes désolés pour cette interruption technique. Vas-y, Bastien. Bon, je suis un peu moins à l'aise que lui sur la partie techno, je ne vais pas le cacher, mais peut-être que je vais peut-être anticiper en couvrant les applications. Quand il se reconnectera, il complétera avec la partie techno. Non, Maïwan, tu vois le truc comme ça? Vas-y, vas-y. Ok. Bon, c'est dommage, ça aurait été plus judicieux de faire dans le sens, mais bon, on va s'adapter. Donc, pour les capteurs de pression piézorésistives, quelques exemples d'applications. La première famille, c'est l'aérodynamisme. Donc, j'entends par là, notamment les applis de soufflerie. Donc là, vous le verrez, Luc est revenu, qui sont miniatures. Alors, attends, s'il est revenu, je vais peut-être le laisser finir la partie techno. Alors, il est dans le chat, mais je ne le vois pas dans les orateurs. Allô? Ouais, c'est bon. On t'entend. J'ai oublié d'activer le micro. Pardon. Oui, donc je vais en profiter pour répondre sur la partie des capteurs 6 axes. Quelle était votre question, Monsieur Chaplet, si vous pouvez l'écrire alors, Laurent Barret. Attendez. L'alimentation de ces capteurs capo-résistifs doit avoir une alimentation propre. Quel rapport signal sur bruit en moyenne sont-elles filtrées? On a besoin d'avoir une bonne précision côté alimentation. Alors, je vais revenir en arrière et je vais répondre là où je suis capable de le faire. Avoir une bonne précision côté niveau d'alimentation, non, puisque je vous expliquais que sur les capteurs capacitifs, on intègre une régulation d'alimentation. Alors, il y a quand même des limites, toujours. C'est-à-dire que si vous passez de 5 volts d'excitation à 25 volts d'excitation, l'ampli, il va avoir un temps de montée qui sera requis et vous pouvez perdre. Mais si jamais on est à 10 volts, mais ça peut passer de 9 à 11 dans un niveau relativement bas d'évolution, le problème ne se pose pas. Même si on a, je dirais, une dérive d'une batterie qui s'épuise, qui peut commencer à 12 et qui passe à 10, c'est suffisamment lent pour que ça n'ait aucun impact. Par contre, si les variations de tension d'excitation sont très importantes et très rapides, là oui, on aura des conséquences, toujours. Elles sont filtrées dans le capteur. Alors, les capteurs capacitifs sont amortis. Donc, on ne peut pas considérer ça vraiment comme un filtre, mais il y a déjà un phénomène d'amortissement qui est noté. Après, je ne pense pas, pour les capteurs 6 axes, gamme en fréquence utile. Oui, pardon. Je reste avec M. Barret, je vous réponds ensuite avec M. Chaplet. Sont-elles filtrées? Non, l'intérêt du capteur, généralement, c'est qu'on essaye de ne pas filtrer. On essaye d'avoir une donnée de base qui soit propre et exploitable, mais qui couvre la plus haute gamme en fréquence possible, jusqu'à la limite du capteur. Et après, c'est à l'utilisateur de se dire j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Donc, je rajoute des filtres. Mais si on peut être précis avec une fréquence plus importante, on ne va pas s'en priver. Quel rapport signal sur bruit en moyenne? Alors, les spécifications de bruit, je ne les ai pas sous la main, là. Mais elles sont notées pour la partie accélérométrie et la partie, on parle des capteurs 6 axes. Elles sont notées pour la partie accélération et la partie mesure de vitesse angulaire. Ce sont des choses différentes, des circuits différents, donc elles ont leurs spécifications qui sont propres. L'alimentation de ces capteurs capo-résistifs doit avoir une alimentation propre, exactement, c'est ce que je viens de dire, parfait. Pour les capteurs 6 axes, maintenant, M. Chaplet, gamme en fréquence utile.
la bande passante est donnée. Il est plus compliqué de donner. On a donné qu'on était à 2 kHz sur les capteurs angulaires. C'est variable aussi en fonction de l'étendue de mesure, quand même, parce que ce que je vous expliquais, on est sur un phénomène dynamique, un système masse-ressort, donc automatiquement, l'étendue de mesure a un impact sur la réponse en fréquence. Faudrait que je regarde les specs exactement pour vous dire celles en fonction des étendues de mesure, les valeurs des unes et des autres. Mais elles sont accessibles. J'espère que cette réponse, même succincte, vous convient. Parfait. Alors, je reviens au capteur de pression résistif. Donc, j'expliquais système miniature, très faible masse de la partie membrane, donc très haut niveau en fréquence. On est sur du résistif, on expliquait propriétés du résistif, ça mesure le continu. Donc, on va être capable de passer cette fois-ci d'une mesure de pression continue à une mesure de très très haute fréquence. Pour vous dire ce qu'il en est au niveau fréquence, un capteur 1 PSI, ça représente 66 millibars, on a une résonance de la membrane qui est à 55 kHz. Il y a quand même très peu d'applications qui ont ce type de fluctuation qui mesurent à ces fréquences-là, donc on les couvre normalement toutes. Un capteur de 15 PSI, on est à 180 kHz, et là on parle de pression atmosphérique. Donc tout ce qui est soufflerie, phénomène imprévu en pression ou autre, on est capable de les mesurer. Tout ce qui est même de l'ordre du microphone, même si ce n'est pas l'application primordiale de ces capteurs-là, on va quand même avoir des capteurs piézoélectriques qui sont dédiés à ça. On est capable de mesurer des vagues de pression dont va parler Bastien, c'est-à-dire qu'on a un phénomène dynamique immédiat, et tout de suite après, on a des perturbations, des écoulements d'air qui vont varier, et on va être capable de les mesurer, même si elles sont dans des fréquences qui sont complètement dans un spectre complètement différent et beaucoup plus bas. Il y a quand même un impact par rapport à ça. Ce qui est marqué dans la doc, c'est qu'on ne travaille pas avec de séparateurs parce qu'on veut profiter de cette haute fréquence de résonance. Si on mettait un fluide séparateur, comme on peut voir dans d'autres capteurs plus industriels, on a un problème, c'est que le fluide séparateur et la membrane, la nouvelle membrane, va impacter la réponse globale du système et on va impacter la fréquence de résonance et notre aspect dynamique. Donc, on n'en met pas. On n'en met pas et du coup, on a des problèmes de compatibilité avec certains médias. On prévoit principalement de l'air et des gaz propres, non corrosifs. L'eau, comme c'est marqué sur la ligne du bas, ce n'est pas conseillé non plus pour un autre phénomène, c'est-à-dire que l'eau va rentrer dans certaines parties poreuses du silicium, va finir par le surcharger et va rendre le capteur inopérant. Il n'est pas cassé. S'il est séché, il peut être réutilisé. Donc, dans certains cas d'application de faible durée, on peut utiliser ces capteurs en eau. Mais par contre, pas, par exemple, une mesure de niveau de cuve, ce n'est pas du tout conseillé. Généralement, on n'a pas de problème de dimension. Donc, dynamique, faible dimension, ça a été décrit. Les capteurs, pourquoi en DEFCO, par rapport à certains capteurs concurrents, on a mis les points importants qui nous différencient. 200 mV pleine échelle, c'est comme pour les capteurs d'accélération, très important. Quand on a 200 mV, là où la concurrence mesure 100 mV, on a une résolution beaucoup plus importante et on peut travailler en mesurant des évolutions de pression de niveau beaucoup plus faible sans être impacté par le bruit. Mesure linéaire à 3 fois la gamme des temps de mesure. J'en ai pas parlé sur les phénomènes dynamiques. Quand on travaille avec de la déformation, on reste dans la zone élastique bien souvent. Une fois 1,2, on reste dans la zone élastique. 1,5, on commence à impacter la zone de déformation plastique qui a plein d'incidences sur le comportement mécanique et le retour à zéro du capteur. Nous, on fait des capteurs de telle sorte à ce que même 3 fois l'étendue de mesure, on reste dans la zone élastique, on les caractérise, on les teste pendant la production pour les garantir. Ça n'a pas d'incidence sur la linéarité, la sensibilité, ni sur le retour à zéro. C'est très important. Ça permet aussi d'utiliser des capteurs qui sont par exemple 15 PSI jusqu'à des plages supérieures sans avoir à changer le capteur. On peut mesurer du 30 PSI sur un capteur 15 PSI sans que ça ait un impact et une détérioration du matériel. La pression de destruction supérieure, forcément quand on augmente la zone élastique. Sur un capteur, par exemple, je parlais du cas du 1 PSI, on peut aller jusqu'à 25 PSI avant d'avoir une pression d'éclatement, donc destruction du produit. Sur un capteur 15 PSI, on monte jusqu'à 75. Donc, ça donne quand même une garantie que si l'essai ne se passe pas bien, ou il y a des phénomènes imprévus qui arrivent quand on fait des essais,
on n'est pas obligé de perdre le capteur, ou au moins il sera capable de les mesurer avant d'être détruit. C'est aussi un paramètre. Bastien disait, des essais qui sont coûteux, on n'en fait qu'un, ou on en fait deux. Et si à chaque fois qu'on en met en place, ça coûte énormément d'argent, il vaut mieux que les mesures réalisées soient fiables et exploitables, même si le capteur est détruit. Et les nombreuses options, oui, parce pour s'adapter quand même, notamment à l'effet photoflash, on rajoute de la graisse noire qui évite la lumière sur le silicium, qui est sensible. On rajoute du gel, on rajoute des protections par Ilène pour éviter quand même que l'eau ait trop d'impact. On peut rajouter des grilles pour protéger contre des particules. On peut y mettre du connecteur. On a des accessoires qui permettent de monter ces capteurs de différentes configurations en restant miniature et donc le moins intrusif possible dans le système qui va être contrôlé. Bastien, normalement, cette fois-ci, c'est de retour à toi. Je suis désolé, j'ai été un peu long, notamment avec la coupure de micro et j'ai été sorti du système. Ok, vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression que j'avais un petit souci de connexion. Allô? On t'entend. Ok, très bien. Donc oui, je vais repasser sur les applications en essayant de ne pas trop tarder pour vous laisser l'opportunité de poser des questions en fin de webinaire. Donc oui, première grande famille d'applications, donc c'est les essais aéros, donc en soufflerie. Donc c'est ce que je disais juste avant. Pour les essais en soufflerie, vous verrez à la fin, donc on a des capteurs miniatures où l'idée c'est d'avoir soit une épaisseur très faible ou un diamètre très faible aussi pour avoir une influence limitée en termes d'encombrement. Donc ça c'est l'application la plus évidente. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Là j'ai un exemple de test d'étanchéité. Donc là c'est sur un hublot dans un avion et Bastien, c'est vrai qu'on te perd. Ouais, je ne sais pas si ça hache de votre côté, mais j'ai l'impression que ma connexion elle me fait un peu défaut là. Oui, elle te fait défaut. Ok. C'est rétabli? Oui, vas-y, okay. Tu peux continuer. Et pour rester sur les applis pression piézoresistif, on a tout ce qui est appli d'explosion. Donc typiquement, c'est de la mesure d'onde de choc. Ça peut être un exemple, c'est de mettre feu à un conteneur par exemple, ou des essais de vagues de pression plus classiques. Donc c'est ce que disait Luc, ce qui est conseillé, c'est de mettre un petit peu de résine pour protéger le capteur du flash thermique. Voilà, l'aspect dynamique du capteur est important parce que c'est des phénomènes très rapides. Voilà, derrière, vous avez les fameux capteurs miniatures dont je parlais pour les souffleries. Donc le premier, le 8515C, l'épaisseur, et l'autre, le 8707C, là on a plutôt travaillé sur le diamètre avec un diamètre de 2,4 mm. Et derrière, vous avez les capteurs plus classiques, soit en absolu, soit en relatif. Il y a les deux qui existent. Il y a aussi une famille haute température qui monte jusqu'à 260 degrés. Et je pense que j'ai fait le tour, ce qui va peut-être nous laisser l'opportunité de poser quelques questions. Mais avant, je vais peut-être laisser Luc compléter donc, sur le… Je vais passer très très vite. Endefco propose d'autres types de produits. On voit une photo d'un microphone, d'un amplificateur piézoélectrique, d'un composant dont parlait brièvement Bastien, pour des applications montage sur circuit, des électroniques de conditionnement, des simulateurs de signaux pour pouvoir tester les systèmes sans avoir à l'exciter, simplement générer un signal, c'est le 4830 qui est au-dessus. Il y a aussi une dernière page dont on ne va pas parler sur la partie test et mesure parce que ça vous concerne moins. Je pense que je vais laisser plutôt la main à Maïwen pour conclure en rappelant que tout ce qui est abordé peut être détaillé ultérieurement, discuté personnellement dans des cas d'application. Vas-y Maïwen, je fais ça mieux que moi, donc je te laisse finir. Alors, avant de conclure, si vous avez des questions à poser, c'est le moment de les poser. On peut prendre 5 minutes là pour répondre à quelques questions. Donc, Luc, Bastien, il y a une question de Corentin Lecoq qui demande si on confirme qu'on oublie les MEMS pour la machine tournante. Alors, je peux y répondre.
Réponds. Alors, je dirais oui dans les meilleurs des cas. C'est-à-dire que sur une machine tournante, on va quand même plutôt chercher à mesurer un spectre en fréquence avec des amplitudes liées à justement ces fréquences. Et les fréquences vont être l'image en fait d'usure des parties. Si c'est une dent qui commence à avoir un défaut, automatiquement sur un engrenage, on va avoir à cette fréquence des pics d'accélération qui vont nous dire attention, ça s'abîme, il faut la remplacer ou il faut faire quelque chose. Le truc, ça, effectivement, on aura l'alerte. Si par contre on veut les mesurer, c'est plus problématique parce que on n'en a pas parlé. Les IEPE, quand ils subissent des chocs, c'est pour ça qu'on préfère le résistif ou le capacitif en cas d'impact. Ils peuvent avoir des phénomènes de charge ou de décalage d'offset, de relâchement qui peuvent être perturbateurs sur la mesure. Donc, en fonction c'est pour ça que je dis si ça se passe bien ou si ça ne se passe pas bien, en fonction de comment ça se passe, il ne faut pas que ces pics-là ou ce risque-là viennent impacter la mesure de vibration d'un capteur piézoélectrique. Donc, exceptionnellement, on va utiliser du résistif ou du capacitif. Mais c'est un cas qui n'arrive pas toujours. L'objectif, c'est que le matériel ne prenne pas d'impact. Donc, on n'en a pas besoin. Donc, on n'oublie pas, mais ce n'est pas la technologie qui est préconisée initialement, sauf en cas vraiment particulier de problème. J'espère que ça répond à votre question, Monsieur Lecoq. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure maintenant. Alors, on a été très, très rapide sur les exemples d'application parce que l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de présenter aussi les technos et ce qu'on était capable de faire avec ces technos-là. N'hésitez pas à revenir vers nous, du coup, pour des besoins spécifiques, si vous voulez un zoom sur un certain type d'application, on est là pour ça. Donc, que ça soit sous un autre format webinar, s'il y a plusieurs personnes qui nous font le même genre de demande, que ça soit en rendez-vous personnel, que ça soit... quand je parle rendez-vous personnel, on va être plus sur du rendez-vous par webcam dans un premier temps. Je pense qu'on ne va pas tout de suite venir vous voir chez vous. Mais en tout cas, que ça soit par téléphone, par WebEx, on peut répondre à toutes les questions beaucoup plus précises. Là, c'était vraiment pour décrire un panorama. Vous allez recevoir très, très rapidement donc, la présentation qui a été aujourd'hui, ainsi que nos coordonnées pour pouvoir justement nous recontacter et avancer là-dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. On a légèrement, plus que légèrement, on a complètement débordé sur le timing, mais ce sont les aléas. Quand on a beaucoup de choses à dire, c'est assez compliqué finalement de le dire de façon synthétique. On s'en rend compte au fur et à mesure. Si vous avez donc des besoins, donc sur cette présentation, je viens d'en parler, sur d'autres besoins, donc que ce soit sur des choses que vous connaissez chez PCB, des choses que vous ne connaissez pas, mais que vous savez qu'on distribue, des choses dont vous avez besoin, que ce soit services, produits, pour optimiser vos chaînes de mesure, pour travailler sur la reprise post-confinement. N'hésitez pas à nous contacter. Comme je disais dans la présentation, on travaille aussi sur une notion de flexibilité qui est quand il y a un besoin client, on est prêt à étudier pour voir si on peut proposer des solutions, même si elles ne sont pas en stock au jour J. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Vas-y, Bastien. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Un petit nouvelle pour nous, sur lequel vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser. Dans la mesure du possible, nous, on peut aussi traiter des capteurs qu'on peut avoir en stock de prêt. Ce qui peut vous permettre de tester des technos qui seraient nouvelles pour vous. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. Merci Bastien. Merci Bastien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.